Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous présentons la première partie du chapitre consacré à la dynamique du solide. La présentation développera les points cités dans le plan ci-contre. La dynamique définit un cadre théorique pour l'étude des mouvements des systèmes mécaniques en tenant compte des causes. Elle permet de prédire ou d'expliquer les mouvements par application d'un ensemble de lois générales. Elle permet en outre d'évaluer les performances d'un système mécanique à l'aide d'outils de la cinématique et de la cinétique. Sur un plan historique, les découvertes des principes de la dynamique sont plus récentes que celles relatives à la statique. On citera Galilée, le premier à effectuer une approche scientifique pour l'étude des phénomènes physiques. Ces travaux déterminants sont à l'origine des résultats de Huygens et Newton. Par la suite, Euler, D'Alembert, Lagrange, Laplace, Poinsot, Coriolis, Einstein et d'autres apportèrent des contributions importantes au développement de cette science essentielle. Le principe fondamental de la dynamique, PFD, fut énoncé pour la première fois par Newton en 1687. Ce principe est donc la base d'une théorie appelée mécanique classique ou mécanique newtonienne. Comme le mot principe l'indique, il ne peut pas être démontré. C'est une affirmation qui permet de comprendre les phénomènes observés. Un principe physique est considéré comme correct tant qu'aucune expérience n'a pu le contredire. C'est seulement en 1905 qu'Einstein met le PFD en défaut et propose une nouvelle théorie dite relativité restreinte. Cependant, le PFD n'a pas été mis au placard pour autant, car il permet de rendre compte simplement de tous les phénomènes mécaniques tant que les vitesses restent faibles devant celles de la lumière. C'est évidemment le cas pour presque toutes les applications intéressant l'ingénieur. Un système mécanique sigma est défini par un domaine de l'espace que l'on décide d'étudier sur lequel est définie une répartition de masse. Comme exemple de système mécanique, on peut citer le point matériel, le solide indéformable au corps rigide, le système de solide indéformable, le milieu continu ou solide déformable ou fluide. La dynamique est l'étude des mouvements en fonction des actions mécaniques. Cette étude nécessite l'écriture de ce qu'on appelle les équations de la mécanique, équations où figurent les actions mécaniques d'une part et le comportement dynamique de la matière d'autre part. Ces équations peuvent être transformées en équations différentielles. Cette mise en équation peut se faire principalement sous deux formes. Une forme vectorielle, dite équation de Newton-Euler, ou forme analytique comme les équations de Lagrange ou les équations d'Hamilton. Ces deux formes vectorielles ou analytiques présentent exactement le même degré de généralité. Cependant, suivant la nature des problèmes, elles peuvent avoir l'une ou l'autre une commodité d'emploi plus ou moins grande. Dans ce chapitre, on est particulièrement intéressé par la forme vectorielle dont la mise en œuvre nécessite la maîtrise du calcul des éléments de cinématique comme la vitesse et l'accélération et de cinétique du corps rigide comme la masse, le tenseur d'inertie, quantité de mouvement, etc. Donc on est particulièrement, je répète, on est particulièrement intéressé par la mise en œuvre de la forme vectorielle des équations de la dynamique pour le cas du corps rigide ou ensemble de systèmes de corps rigides. À cet effet, définissons le corps rigide. Un corps rigide, appelé également solide ou solide d'Euclide, est une collection continue ou discrète de points matériels au moins 3. Les distances entre ces points matériels sont constantes.
En outre, un corps rigide se caractérise par 10 paramètres d'inertie, à savoir la masse m, les 3 coordonnées du centre de gravité notées dans un système de coordonnées cartésien comme étant xg, yg, zg, les 6 composantes du tenseur d'inertie, en particulier les moments d'inertie ix, y, y, z, z et les produits d'inertie ix, y, ix, z, y, z. Ces composantes sont généralement arrangées dans ce qu'on appelle la matrice d'inertie ou tenseur d'inertie. L'étude d'un solide nécessite l'utilisation de différents repères. Nous citons en particulier le référentiel inertiel ou galiléen, exploité par exemple pour le calcul des forces d'inertie. Référentiel lié au corps, utile pour, par exemple, la définition des propriétés mécaniques comme le tenseur d'inertie. Et référentiel en mouvement pour l'étude des mouvements relatifs des corps. On passe maintenant à la notion de quantité de mouvement et moment cinétique. Un point matériel, grand M, de masse petit m, qui se déplace à une vitesse Vm par rapport au référentiel R. La quantité de mouvement, appelée également quantité de vitesse, est une grandeur vectorielle qui s'écrit comme étant grand P est égal à m fois Vm. Quand ce point M tourne autour d'un axe delta de vecteur unitaire U, cette quantité de vitesse est caractérisée par ce qu'on appelle le moment cinétique ou moment de quantité de mouvement sigma Q. Sigma Q est égal à Qm vectoriel MVM avec Q. C'est un point de calcul appartenant à l'axe de rotation delta et M désigne la localisation de notre point matériel qui se moue à une vitesse Vm. De plus, la variation d'une quantité de mouvement au cours du temps est décrite par la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement qui définit la quantité d'accélération. Ainsi, pour le point matériel considéré grand M, on écrira que la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement P dont le référentiel R est égale la dérivée par rapport au temps du produit MV. Donc, on va avoir d'abord dm sur dt fois Vm plus m fois dvm sur dt. Et comme la masse, elle est constante du moment qu'il n'y a pas une perte de matière lors de l'évolution du système, on va avoir ce premier terme qui est nul. Et donc, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement P se réduira à la quantité m fois am, où am désigne l'accélération du point matériel m. Et l'on considère maintenant un système matériel sigma qui est constitué d'un ensemble de points matériels. Ce système matériel sigma, il est de masse petit m, de centre de gravité grand G. Il est en mouvement par rapport à un référentiel inertiel R. Le point courant, dans ce cas-là, est noté P et on lui attribue une masse élémentaire dm. Alors, on appelle quantité de mouvement du système matériel sigma dans son mouvement par rapport au référentiel R, la somme des quantités de mouvement élémentaires P de sigma par rapport à R, qui est égal à l'intégrale de sigma de V dm. V, ici, c'est la vitesse des points courants autour duquel on a pris une masse élémentaire dm. Et cette intégration, du moment qu'elle est faite sur l'ensemble sigma, elle va nous donner automatiquement la vitesse du centre de gravité Vg. Donc, la quantité de mouvement d'un système matériel sigma
dans un mouvement rigidifiant par rapport à un référentiel R se réduit au produit de la masse du système matériel fois la vitesse de son centre de gravité. On notera simplement E est égal à mvg. On appelle moment cinétique du système sigma dans son mouvement par rapport au repère R, calculé au niveau du point Q, quelconque, la somme des moments cinétiques élémentaires. On écrira que sigma en Q est égal à l'intégrale de QP vectoriel VP sigma par rapport à RdM. Donc notez que c'est une sommation par rapport à P. Donc P c'est un point courant du système sigma. Donc l'intégration va se faire sur la totalité du système matériel grand sigma ici. Et donc le point comme P va évoluer dans le domaine défini par le système matériel grand sigma, cette quantité va changer. Donc c'est une intégration sur la totalité du domaine occupé par sigma. Le champ des vecteurs moments cinétiques sigma réduit au niveau du point Q est un champ de vecteurs équiprojectifs qui, à chaque point de l'espace, associe le vecteur moment cinétique calculé en ce point. On appelle torseur cinétique le champ des vecteurs moments cinétiques et dans ce cas-là, on va définir les éléments de réduction de ce torseur en un point de réduction Q comme étant donc grand C de sigma par rapport à R défini par sa résultante et son moment réduit en Q. La résultante est donc définie par la quantité de mouvement grand P qui est égale à mvg. Et le moment, comme on vient de le définir, va être défini par l'intégrale de QP vectoriel VP dm, avec P c'est le vecteur courant. Dans le cas d'un solide indéformable, donc sigma devient S, le champ de vecteur vitesse V de P est un champ de vecteurs équiprojectifs. Donc, dans l'intégrale définissant le moment cinétique, on va substituer Vp par son expression obtenue par application de la notion de champ de vitesse équiprojectif. Donc, Vp est égal à V de Q plus oméga Qp. Donc, on va substituer à l'intérieur de cette intégrale. Donc, on va avoir deux quantités. On va avoir la première intégrale, c'est l'intégrale de Qp dm vectoriel V de Q. Et la deuxième intégrale, c'est l'intégrale de Qp vectoriel oméga vectoriel Qp dm. Donc, la première intégrale, elle va se calculer indépendamment du vecteur vitesse Q, parce que ce vecteur ne dépend pas du point courant P. Par contre, pour la deuxième intégrale, donc Qp vectoriel oméga vectoriel Qp, c'est une intégrale dans laquelle on reconnaît l'expression de l'opérateur inertie qui va être appliquée au vecteur de rotation instantanée oméga. Donc, on est obligé dans le développement d'introduire la notion du tenseur d'inertie issu de l'opérateur d'inertie qu'on vient d'identifier. En ce qui concerne la première intégrale, elle va se calculer indépendamment du vecteur V de Q. Or, on a la quantité intégrale Qp dm, elle vaut mqg, donc c'est la définition du centre de gravité. Donc, l'intégrale Qp dm vectoriel Vq appartenant à S par rapport à R va être tout simplement réduite à mqg vectoriel Vq de SR. Donc, le point P, il a été donc dans son intégrale, a été remplacé par cette expression-là, mqg. En ce qui concerne la deuxième intégrale, donc on va essayer de faire apparaître l'opérateur
tenseur d'inertie. Pour cela, donc, on va faire appel à la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel. Ainsi, QP vectoriel oméga vectoriel QP dm va valoir QP vectoriel moins QP vectoriel oméga. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé l'ordre de ces deux vecteurs, oméga et QP. Donc, il faut faire apparaître un signe moins. À la suite, on introduit la matrice antisymétrique associée au pré-produit. Donc, au lieu de faire QP vectoriel cette quantité, on va écrire étoile QP qui dénote la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel. De la même façon, à l'intérieur de ce qu'il y a entre parenthèses, QP, cette matrice QP, QP vectoriel oméga va être remplacée par étoile moins QP oméga. Donc, sachant que le vecteur QP, il est représenté par le vecteur à trois composantes x, y, z pour dire que le point P est courant avec x, y, z vont varier à l'intérieur des limites du domaine occupé par S. Donc, on va écrire que étoile QP, elle est représentée par cette matrice antisymétrique. La diagonale, elle est nulle et les termes extradiagonaux sont opposés. Donc, on a ici moins x et là c'est x, là c'est y et là moins y, ici c'est moins z et là c'est z. Donc on va remplacer dans cette expression par cette matrice antisymétrique. Donc pour le produit étoile QP fois étoile moins QP, on va avoir cette quantité-là et on voit très bien que le résultat du produit des deux matrices va nous donner cette matrice symétrique. Donc le premier terme de la diagonale, c'est z au carré plus y au carré. Le deuxième terme, c'est x au carré plus z au carré. Le troisième terme, c'est x au carré plus y au carré. Et les termes extra-diagonaux, donc on a d'abord moins xy, moins xz, moins yz. Et ces termes-là, donc, permettent sous l'intégrale. N'oubliez pas qu'on est en train de calculer l'intégrale suivante, donc l'intégrale de QP vectoriel moins QP vectoriel oméga. Donc on va remplacer ces deux QP qu'on a ici par cette matrice-là. Donc cette matrice, elle est sous l'intégrale dm. Donc cette intégrale, comment on va la calculer pour une matrice? Au fait, on va la calculer terme à terme. Donc tous les termes vont porter cette intégrale. Donc, par exemple, si je prends ce premier terme, z au carré plus dm, donc sous l'intégrale va devenir l'intégrale de z au carré plus y au carré dm. De même, pour ce deuxième terme de la diagonale, il va devenir l'intégrale de x au carré plus z au carré dm, ainsi de suite. Ainsi, on voit l'apparition du tenseur d'inertie qui est au fait appliqué au vecteur oméga, d'où l'intégrale de QP vectoriel oméga vectoriel QP dm qu'on avait ici, elle est égale au tenseur d'inertie I fois oméga. Donc, en revenant à l'expression originale de sigma, donc le moment cinétique, on va dire que le moment cinétique au niveau du point Q, appartenant au solide S dans son mouvement par rapport à R, est égal au tenseur d'inertie I multiplié par le vecteur de rotation oméga, plus MQG vectoriel V de Q appartenant à S par rapport à R. Donc, une remarque importante, si Q par exemple coïncide avec le centre de gravité G, on va avoir la simplification du second terme, donc le Q devient égal à G, donc GG ici, ça correspond au vecteur nul. Donc tout simplement, on va écrire que le moment cinétique au niveau du centre de gravité G va valoir IG, donc tenseur d'inertie calculé au niveau du centre de gravité G, multiplié par oméga. C'est la formule de base que je vous recommande à retenir pour le développement de la dynamique d'un corps rigide et à partir de laquelle on peut déduire d'autres expressions au niveau des points différents du centre de gravité. On passe maintenant à la notion de torseur dynamique. On appelle quantité d'accélération du système matériel sigma dans son mouvement par rapport au repère R la somme des quantités d'accélération élémentaire ADM, où A, ça dénote l'accélération du point P, et dm, la masse
élémentaires entourant ce point. Et on utilisera la propriété du centre de masse pour écrire directement que l'intégrale de ces quantités élémentaires AdM égale à AM fois l'accélération du centre de gravité. On introduit également la notion de résultante dynamique RD, qui est la dérivée par rapport au temps du moment de la quantité de mouvement P qu'on a introduit auparavant. Rappelons que P est égal à M fois la MVG. D'accord? Donc, la résultante dynamique se réduit tout simplement au produit M fois l'accélération du centre de gravité. Par ailleurs, on appelle moment dynamique calculé au point Q quelconque du système matière sigma dans son mouvement par rapport à R, la somme des moments dynamiques qui s'exprime comme suit. Delta, c'est le moment dynamique, et puis l'intégrale de QP vectoriel AdM permet de calculer la sommation de tous les moments élémentaires des quantités d'accélération AdM. Le champ des vecteurs des moments dynamiques delta est un champ équiprojectif, ce qui nous permet de définir un torseur dynamique D réduit au niveau du point de calcul Q. Il se définit via les éléments de réduction suivants. D'abord, la résultante dynamique RD et le moment dynamique delta calculé au niveau du point Q. Donc, à ce moment, on peut appliquer les règles de transport des moments des torseurs. Pour un système matériel sigma quelconque, en mouvement par rapport à un référentiel R, le moment dynamique en un point Q est égal, comme l'indique cette formule, à la dérivée par rapport au temps du moment cinétique évalué au niveau du point Q, exprimé par rapport au repère R, plus un terme complémentaire qui vaut M VQ vectoriel VG. On voit très bien que si le point Q coïncide avec le centre de gravité G, dans ce cas-là, on va avoir directement que le moment dynamique delta au niveau de G vaut directement la dérivée par rapport au temps du moment cinétique calculé au niveau de G. Le second terme, le terme complémentaire est nul parce qu'on va avoir V de G vectoriel VG, donc c'est deux vecteurs parallèles, on va avoir un 0. Arrivé à ce stade, on a tous les ingrédients pour énoncer le principe fondamental de la dynamique. Ce principe s'énonce de la façon suivante. Il existe au moins un référentiel galiléen RG tel que pour tout ensemble matériel sigma et à chaque instant t, le torseur dynamique D associé au mouvement de ce système par rapport au repère est égal au torseur des actions mécaniques tau F extérieur exercé sur le système matériel sigma. Ainsi, on peut formaliser mathématiquement ce PFD en utilisant le langage des torseurs comme étant D de sigma par rapport à G est égal à tau F extérieur sigma bar, donc l'environnement extérieur sur sigma, avec D, le torseur dynamique, défini par ces éléments de réduction MAG qui est égal à la résultante dynamique et delta en Q, donc c'est le moment dynamique au niveau du point de réduction Q. Les deux quantités D et tau F extérieur, donc les deux torseurs dynamiques et torseurs des forces extérieures sont évalués séparément, puis ils sont comparés élément par élément dans la même base. Il est à noter que cette équation en termes de torseur nous mène vers deux équations vectorielles en termes de force et de moment. Si on est dans un problème à deux dimensions, on va se retrouver avec trois équations utiles. Par contre, si on est dans le cas tridimensionnel, on va se retrouver avec 6 équations qui régissent le comportement dynamique du système dans le référentiel considéré. Les conséquences du principe fondamental sont nombreuses et s'énoncent sous différents théorèmes, par exemple le théorème de l'équilibre.
qu'on retrouve facilement si on va mettre le torseur dynamique D est égal au torseur nul. Dans ce cas-là, on va trouver que le torseur des forces extérieures est égal à 0 et donc c'est le théorème de l'équilibre qu'on a vu déjà précédemment dans le chapitre de la statique. Il y a le théorème de la quantité de mouvement, donc il suffit de prendre uniquement la première partie de l'équation des torseurs, D est égal à F extérieur. On va prendre uniquement la partie, la somme des forces extérieures est égale à MAG qui est égal à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement et ceci représente le théorème de la quantité de mouvement. Il y a également comme conséquence du principe fondamental de la dynamique, c'est le torseur des actions réciproques, on peut le retrouver facilement, ainsi que le théorème du moment cinétique qu'on peut appeler également le théorème de l'air, décrivant en particulier le mouvement de rotation du solide dans l'espace.